En cette année 1800, le général Lecourbe est au sommet des honneurs. Il achète d'ailleurs le château de Soisy-sous-Étiolles près de Corbeil pour environ 200 000 francs. Alors, je ne me trouve pas, malheureusement, devant le château de Soisy, ce dernier ayant été détruit en 1873, mais devant celui de Persange, alors, qui se trouve à Saint-Didier, dans le Jura, à quelques kilomètres de Ruffey-sur-Seille. Alors pourquoi avoir choisi le château de Persange? Parce que par sa forme architecturale, il ressemble fortement au château de Soisy et il évoque évidemment la même forme que le château de Ruffey aura par la volonté du général Lecourbe. Le général Lecourbe affectionne particulièrement la disposition de ce genre de château. C'est pour ça que j'ai voulu choisir le château de Persange comme référence. Sur le château de Persange, effectivement, sa date de construction datant de 1810, elle n'est guère différente des dates d'édification du château de Ruffey et correspond à peu près à la même période dans ce goût du 19e siècle qu'affectionnent le général Lecourbe et ses contemporains fortunés. Je remercie donc le propriétaire, Arnaud Lionel Marie d'Arc, pour m'avoir permis de filmer dans les extérieurs. La propriété produit d'ailleurs un vin AOC classé étoile. Et surtout, pour la petite histoire, le propriétaire, M. d'Arc, est un des descendants d'un frère de Jeanne d'Arc. Mais revenons à notre Claude-Jacques Lecourbe. Et c'est un des aspects un peu méconnus de Claude-Jacques que l'on ne voit que comme un militaire, finalement, ou un stratège. C'est aussi un collectionneur avisé. Effectivement, au cours de ses campagnes militaires d'Allemagne et de Suisse, il a pu admirer et rentrer dans les châteaux qu'il voyait au loin et regarder les collections accumulées par les seigneurs d'Ancien Régime, composées de tableaux, d'œuvres d'art, de bijoux, de bois précieux, et décide d'en faire autant, tout comme d'ailleurs les contemporains de l'époque napoléonienne, la plupart des maréchaux se constitueront des collections remarquables d'œuvres d'art. Alors, dans le goût de Claude-Jacques Lecourbe, citons des collections de médailles antiques, de bijoux, d'armures, notamment celle de Guillaume Tell, et surtout une impressionnante collection de tableaux des écoles italiennes, flamandes et hollandaises qu'affectionne particulièrement Claude-Jacques Lecourbe. Citons des Claude Lorrain, Murillo, des Van Dyck, des Rembrandt, des Poussin. Toute cette collection accumulée dans son château de Soisy-sous-Étiolles. Sans compter l'immense bibliothèque qu'il se constitue et qui prouve son érudition. Côté politique, Napoléon le comble d'honneur. Il le fait chevalier de la Légion d'honneur qu'il vient de créer. Et le nomme inspecteur général d'infanterie. C'est-à-dire que le général Lecourbe aura pour mission de contrôler, de surveiller l'instruction, l'avancement et la tenue des soldats placés sous son commandement. Claude-Jacques Lecourbe fréquente aussi la cour consulaire. Napoléon l'apprécie de plus en plus et songe même un instant à lui faire épouser sa sœur Pauline Bonaparte. Mais entre-temps, Claude-Jacques a épousé, le 22 décembre 1801, Marie-Joseph Barbal. Elle a 28 ans, il en a 42. Les nouveaux châtelains de Soisy vont donc donner des réceptions et des fêtes dans leur château, invitant leurs amis de la région, les généraux Moreau, Masséna, Lannes, Bernadotte. Claude-Jacques, étant un féru de chasse, va se rendre souvent dans son château de Crozebois, chez son ami, le général Moreau. Mais on parle d'un club de Moreau, car tous ces généraux demeurent des républicains convaincus et sont hostiles à la forme personnelle qu'est en train de prendre le pouvoir de Bonaparte, qui glisse tout naturellement vers une monarchie impériale. Les généraux Masséna, Lannes, Bernadotte surtout, qui fait circuler des pamphlets. La République est morte, le tyran Bonaparte s'en est emparé. Lecourbe aussi, qui n'hésite pas à manifester son mécontentement face au rétablissement du Concordat et à affecter un anticléricalisme d'un bon républicain. Bonaparte a déjà éloigné plusieurs généraux. Lannes à Constantinople, le général Leclerc à Saint-Domingue,
Et malheureusement, Moreau et Lecourbe figurent dans le rapport donné à Napoléon sur l'état d'esprit de l'armée. Mais c'est son amitié avec le général Moreau qui va compromettre la belle carrière qu'avait débuté le général Lecourbe. Jean-Victor Moreau, l'ami de Lecourbe, avait participé avec Bonaparte au coup d'État de Brumaire en encerclant le palais du Luxembourg et s'emparant ainsi des directeurs Louis Gautier et Jean-François Moulin, les obligeant ainsi à démissionner en attendant la réussite du complot à Saint-Cloud. Son épouse, par contre, entretient la méfiance et est ennemie de Joséphine de Beauharnais. Elle rassemble dans son salon tout ce qui compte d'opposants au pouvoir de Napoléon et suggère que Moreau pourrait être second consul. Moreau ne fait rien pour arranger les choses. Il critique le consulat à vie et refuse la Légion d'honneur. Mais le 13 février 1804, l'arrestation d'un certain Bouvet révèle que les généraux Pichegru et Moreau complotent avec Cadoudal, attendant l'arrivée aux frontières d'un prince de la Maison de France pour renverser le premier consul. Après avoir supprimé Bonaparte, Moreau, tout naturellement, prendrait la tête du nouveau gouvernement. Mais le redoutable Fouché et sa police veillent. Moreau est arrêté le 15 février 1804 avec Cadoudal et Pichegru, et emprisonné au Temple. Le duc d'Enghien, un Bourbon, que l'on suppose être du complot, est arrêté à son tour en territoire allemand et fusillé le 20 mars 1804. Le 28 mai s'ouvre le procès de Moreau devant la Cour de justice criminelle de Paris. Lecourbe est scandalisé par la mise en accusation et l'arrestation de son ami. Il est aidé en cela par son frère Jacques-François, juge au tribunal criminel de la Seine et député du Jura. Lecourbe soutient son ami et se présente avec Madame Moreau à son bras et se fait acclamer par la foule. Il ordonne par exemple de présenter les armes quand l'accusé pénètre dans le box et déclenche les applaudissements du public. Moreau se voit infliger une peine de prison de 2 ans, mais il fait appel et obtient la permission de s'exiler aux USA. Napoléon ne peut pas pardonner à Lecourbe son soutien à Moreau. Il est admis à la retraite avec une solde de 3000 francs, ce qui est le minimum. Et Napoléon refuse qu'il prête serment en tant que grand officier de la Légion d'honneur. Pour le général Lecourbe, les ennuis commencent réellement. Devant l'orage qui menace de s'abattre sur le général Lecourbe, ce dernier se réfugie dans son château de Soisy, où il espère que l'empereur, mieux éclairé, moins prévenu, ne lui rende son estime. C'est mal connaître Napoléon. D'autant que Joseph Fouché se méfie lui aussi de ce général trop ambitieux. Quant à Napoléon, son opinion est faite. Lecourbe est un sournois, un traître, un méchant homme qui s'est lié avec mes ennemis, dit-il. Il mande à Fouché. Lecourbe est à Paris, il ne doit plus y être. Fouché s'empresse de lui communiquer l'ordre impérial de se rendre sans tarder sur ses terres de Ruffey, le 1er septembre 1805, sous peine d'arrestation. Le 3 septembre, Claude-Jacques Lecourbe quitte Soisy définitivement. Mais il espère encore pouvoir rentrer dans son château. D'ailleurs, son épouse reste à Soisy. Elle va y rester jusqu'en 1811, où Madame Lecourbe va tenter maintes démarches pour faire rentrer son mari en grâce, notamment auprès des ministres influents et aussi de l'impératrice Joséphine. Devant l'échec de toutes ces démarches, en 1811, malgré l'opposition de son épouse, Claude-Jacques Lecourbe se décide à vendre le château de Soisy pour la somme de 400 000 francs environ. C'est le début, pour Claude-Jacques Lecourbe, de son exil.
Après la gloire et les honneurs, arrive le temps de l'exil pour Claude-Jacques Lecourbe sur ces terres de Ruffey-sur-Seille par ordre impérial. Je me trouve devant la mairie de Ruffey-sur-Seille, qui autrefois a été le château édifié par Claude-Jacques Lecourbe. Mais en attendant son édification, Claude-Jacques vit tout naturellement dans l'ancienne demeure des comtes de Vienne qui se trouve à Ruffey. Au physique, Claude-Jacques est décrit comme un homme de stature imposante, à la voix rauque, au caractère brusque, emporté parfois, dit-on. Son passeport, qui date de 1794, le décrit comme un homme mesurant 1,78 m, cheveux et sourcils noirs, yeux noisettes. Mais en attendant, Claude-Jacques songe à se faire édifier un château digne de sa gloire. Il choisit tout naturellement l'ancienne demeure des comtes de Ruffey, le château féodal qui était bâti au centre du village et qui était alimenté par un fossé, alimenté par un ruisseau venant de la Seille. Il rachète donc à Jacques-François d'Antigny, marquis de Ruffey, cette mode féodale, et il va y faire édifier un château par l'architecte Gauvin de 1807 à 1811, imitant en cela son ancien château de Soissy. Selon le goût et les canons de l'époque, le château sera donc divisé en deux parties. La partie gauche privative des appartements du général Lecourbe et la partie droite consacrée au salon de réception. Le général va donc exiger aussi dans chaque pièce une cheminée. Dans le jardin, Claude-Jacques Lecourbe va faire édifier un jardin anglais selon le goût romantique de l'époque et qui correspond bien au XIXe siècle, alimenté par un ruisseau venant du moulin que le général avait aussi acheté. Il fera rapatrier de son château de Soissy ses tableaux, collections et objets précieux. Alors, tout a été dispersé malheureusement au décès du général. Mais nous avons encore un témoignage du goût du général Lecourbe grâce au tableau qui se trouve à Ruffey-sur-Seille dans l'église de Ruffey et qui représente un tableau peint par le peintre David en 1775 ayant pour thème le serpent d'airain. Mais même si les habitants de Ruffey le considèrent comme leur seigneur naturel, même si le général occupe ses loisirs à chasser, à arpenter ses terres, à les aménager, que de ressentiments. D'ailleurs, dans la cave du château de Ruffey, il a fait graver l'expression « ex-général Lecourbe », ce qui en dit long sur son ressentiment. Car tous ses anciens compagnons ont été déjà élevés au maréchal. Sur ces terres de Ruffey, le général a-t-il perçu que l'Empire, finalement, au fait de sa gloire, était proche de sa chute? A-t-il eu des échos d'un blocus économique inefficace contre la Grande-Bretagne, contre des guerres en Espagne qui, malheureusement, étaient meurtrières? A-t-il lu ou eu des échos des nationalismes que la présence française en Espagne, dans la plupart des pays d'Europe, ne faisait qu'exacerber? Durant son exil, Claude-Jacques a d'ailleurs proposé à l'empereur ses services, notamment pour les princes de la Confédération du Rhin. L'empereur lui a simplement répondu que ses offres mettraient le comble à sa disgrâce. Claude-Jacques a donc renoncé à toute tentative d'influencer l'empereur. Il lui reste à attendre que les événements puissent à nouveau faire tourner la roue de la fortune en sa faveur. Restons quelques instants, si vous le voulez, dans l'ancien château du général Lecourbe. Je me trouve ici dans une des salles qui autrefois étaient les salles de réception de Claude-Jacques Lecourbe et qui se trouve être actuellement la salle du conseil municipal de Ruffey-sur-Seille.
Et je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour remercier Monsieur le maire Emmanuel Billet de sa gentillesse et de sa bienveillance pour son autorisation à filmer dans les extérieurs et à l'intérieur de sa mairie. Tout dans cette salle est placé sous l'égide du grand homme. Notamment derrière moi, un portrait du général Lecourbe, plus loin, un buste en plâtre du général et l'aigle impérial qui veille sur les délibérations du conseil municipal. Mais revenons aux événements politiques des années 1808-1809. Napoléon a songé un instant à confier au général Lecourbe la direction des armées d'Espagne. L'armée française s'enlisant dans des guerres meurtrières. Sans suite. Mais c'est surtout les événements politiques qui vont jouer en faveur du général Lecourbe. En 1812, c'est la rupture avec la Russie et l'invasion de cette dernière décidée par l'empereur Napoléon. Mais après de rapides victoires, prise de Moscou, c'est la retraite ordonnée par Napoléon en octobre 1812. Et c'est surtout le 29e bulletin de la Grande Armée du 3 décembre 1812 qui jette l'Europe et l'Empire dans l'effroi et la stupeur. Sur 600 000 hommes, Napoléon ne va revenir qu'avec 60 000 hommes. Le froid, la faim, les guerres d'embuscade faites par les Cosaques auront raison de la Grande Armée. Mais surtout, Napoléon y perd le prestige de l'invincibilité. Tous les pays d'Europe se déclarent contre nous. C'est la campagne d'Allemagne de 1813, marquée notamment par le désastre de Leipzig des 16 et 19 octobre 1813. Toutes nos possessions d'outre-Rhin sont perdues. Il faut maintenant défendre les frontières françaises. La France va d'ailleurs être prise en étau. Le duc de Wellington remonte vers les Pyrénées, pendant que les armées de Blücher, prussiennes, les armées autrichiennes et russes passent par les Vosges et la Franche-Comté. Quant à Claude-Jacques Lecourbe, il était sous la surveillance discrète du ministre de la Police, Savary. Pourquoi? Parce que son ami, le général Moreau, est entré au service du tsar. Et l'on craint à Paris que le général Lecourbe n'en fasse autant. Mais les événements politiques s'accélèrent. Paris est pris par les Cosaques le 30 mars 1814. Napoléon s'enferme à Fontainebleau pendant 21 jours et va y abdiquer. Le traité de Fontainebleau du 6 avril 1814 donne la souveraineté à l'empereur Napoléon sur l'île d'Elbe. Un pouce de terre pour un homme qui avait conquis l'Europe. Derrière moi se trouve une lithographie qui représente le général Lecourbe le 1er janvier 1797. Alors, le pont de Kehl, non loin de Strasbourg, où il avait dit cette phrase célèbre afin de galvaniser ses troupes: « Voici le Rhin, voici notre ennemi, il faut vaincre ou vous noyer, il n'y a pas de retraite pour les lâches. » Combien ces paroles sont prophétiques en 1814. En effet, le général va affronter seul à nouveau son destin. Les Bourbons ont été restaurés grâce à l'initiative de Talleyrand, qui a convaincu les puissances alliées, notamment le tsar, que la restauration des Bourbons, c'est-à-dire le retour à l'ordre ancien, était la meilleure chose qui soit pour l'Europe et la France. Le Sénat, toujours sur l'initiative du prince de Bénévent, rappelle Louis Stanislas Xavier de Bourbon, comte de Provence, frère de Louis XVI, au trône sous le nom de Louis XVIII. C'est la restauration de la royauté. Le général Gautier, beau-frère du général Lecourbe, qui avait épousé sa sœur Thérèse, se démène pour rappeler au nouveau pouvoir le nom de Claude-Jacques Lecourbe, opposant déclaré de Napoléon. Mais nul n'est besoin de convaincre les Bourbons. Le comte d'Artois, frère du roi, lieutenant général du royaume, se souvient de Claude-Jacques Lecourbe et d'office le réintègre dans les cadres actifs de l'armée. Le duc de Berry, fils du comte d'Artois, le 24 avril le fait chevalier de Saint-Louis. Louis XVIII le crée grand croix
de la Légion d'honneur le 23 août 1814 et enfin consécration suprême le 31 décembre 1814, il l'anoblit avec le titre de comte. Enfin, le 3 janvier, il le nomme commandant de la division militaire de Besançon, le fameux 6e régiment Lermat. Mais les événements politiques ne cessent aussi de s'accélérer. La Restauration commet des fautes, notamment par le rétablissement du drapeau blanc, ce qui mécontente nombre de républicains et de nostalgiques de l'Empire. Enfin, les fêtes commémoratives de la mort de Louis XVI, la mise à retraite de certains cadres actifs de l'armée achèvent de mécontenter le peuple. Napoléon a l'île d'Elbe avant de la vague de fronde contre la Restauration et décide de tenter sa chance. Il s'évade de l'île d'Elbe, débarque au golfe Juan le 1er mars, et le 20 mars, il est à Paris en ayant subjugué toutes les armées que le roi Louis XVIII lui a envoyées contre lui. Napoléon va donc instaurer, c'est les 100 jours, un régime semi-libéral. Mais il a besoin de l'appui de tous, notamment de Claude-Jacques Lecourbe. Il va tenter de convaincre des généraux, notamment le général Lecourbe, de le rejoindre. Et c'est le général Ney, ami du général Lecourbe, qui va tenter des offres auprès de Claude-Jacques Lecourbe. Au départ, Claude-Jacques refuse. Les Bourbons ne m'ont fait que du bien, Bonaparte ne m'a fait que du mal. Puis arrive un ordre impérial, le convoquant à Paris. L'empereur Napoléon reçoit dans son cabinet le général Lecourbe et arrive à convaincre Claude-Jacques Lecourbe d'accepter un commandement pour défendre la patrie en danger et le convainc d'accepter le poste d'observation situé à Belfort pour défendre notamment la frontière de l'Est et les armées pouvant arriver de Suisse. C'est la grande connaissance de Lecourbe sur la frontière de l'Est qui a convaincu Napoléon de lui confier ce commandement. Crisé par l'idée de défendre sa patrie et de retrouver l'odeur et la poudre des champs de bataille, Claude-Jacques Lecourbe accepte. Napoléon, évidemment, va le combler d'honneur, comme pour rattraper la disgrâce des années antérieures. Il le fait comte d'Empire le 3 avril 1815 et pair de France le 2 juin. Enfin, le 16 avril 1815, il le nomme commandant du corps d'observation, afin, dit le général Lecourbe, d'empêcher l'ennemi d'y manœuvrer. Mais malheureusement, les événements politiques sont toujours en constante accélération dans ces périodes. Napoléon ne peut empêcher les armées de Blücher et de Wellington de se rejoindre en Belgique. Et c'est le désastre de Waterloo du 18 juin qui anéantit toute chance de pérennisation de l'Empire. Désormais, la France est à nouveau envahie et le général Lecourbe doit se battre pour défendre la patrie du côté de Belfort. Théoriquement, Claude-Jacques Lecourbe dispose de 4 divisions. La 8e division d'infanterie, stationnée à Altkirch, la 8e division de cavalerie légère stationnée à Zilzem, la 3e division de réserve à Belfort, et enfin la 4e division de réserve de Pontarlier, soit un peu plus de 14 000 hommes. Mais sur le papier, car en fait l'effectif présent sous les armes ne dépasse guère les 4 000 hommes, et il s'agit d'organiser la défense de la frontière de l'Est. À Belfort, dès son arrivée le 30 avril, Lecourbe s'empresse de remettre la place en état de défense et de transformer la ville en camp retranché. Il fortifie également les vallées du Jura afin d'empêcher l'ennemi d'y déboucher, dit-il. Le désastre de Waterloo ne lui parvient que le 24 juin. À cette nouvelle, le 26 juin 1815, le général autrichien de Colloredo, à la tête d'un corps de 40 000 Autrichiens, passe à l'attaque. Le 1er juillet, Colloredo tente de prendre Belfort pour gagner la route de Vesoul à Paris. Claude-Jacques perçoit la menace et le 4 juillet, le général charge personnellement à la tête du 13e chasseur
et taille en pièces un régiment de grenadiers hongrois. Il se bat alors que Napoléon a abdiqué pour la seconde fois, 22 juin 1815. Le 6 juillet, il est blessé par balle à l'abdomen à Engins, sous Belfort. Entre-temps, Louis XVIII a retrouvé son trône, pendant que 58 départements français sont occupés. Le 11 juillet, le général Colloredo, ayant reçu la nouvelle officielle de la rentrée du roi Louis XVIII à Paris, demande alors au général Lecourbe un armistice, qui met fin au siège de Belfort. Le général a ainsi sauvé Belfort de la destruction et du pillage. Sa résistance a permis à la ville de rester à l'écart de la zone d'occupation lors du second traité de Paris du 20 novembre 1815. Le 23 juillet, Lecourbe informe ses troupes de la situation politique et leur demande d'être fidèles au roi. Le 15 septembre, il reçoit notification du ministre de la Guerre, le maréchal de Couvillon-Saint-Cyr, de sa mise à la retraite. Mais preuve que le roi ne lui tient pas rigueur. Il obtient de ce dernier que ses subordonnés retrouvent un emploi équivalent à leur grade. Et lui-même est nommé dans le corps des inspecteurs généraux de la cavalerie. Rappelons que le 29 juin 1815 avait été discuté en Conseil des ministres le projet d'élever Claude-Jacques Lecourbe au maréchalat. Le 8 octobre, il apprend que le tsar Alexandre, sur le chemin de retour, passe près de Belfort et tient absolument à se rendre à cheval devant lui. Mais sa récente blessure a aggravé ses calculs rénaux. Son cas est jugé désespéré et il doit s'aliter. Et il décède à Belfort dans son appartement de la Grande Rue dans la nuit du 22 au 23 octobre 1815. Souvenez-vous, nous avons commencé cette émission dans la demeure natale du général Lecourbe. Nous l'achevons dans ce qui sera sa dernière demeure, l'église de Ruffey-sur-Seille, où il a souhaité y être enterré, dans l'ancien caveau des barons de Vienne, comme pour bien marquer qu'il s'inscrivait dans la lignée des grands seigneurs de la région. Comme tous les héros de la Révolution et de l'Empire, le général Lecourbe aura son nom gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris, côté nord, 14e colonne. Il aura ses rues à Belfort, Paris, Lons-le-Saunier. Ses statues qui seront inaugurées à Lons-le-Saunier en 1854 et à Belfort en 1913. Et si il aurait été dit à Sainte-Hélène que l'empereur Napoléon aurait regretté de ne pas avoir employé plus tôt les talents du général Lecourbe. Ah, si Lecourbe avait été à Waterloo au lieu de Grouchy, aurait-il dit. On ne peut qu'imaginer la carrière de Claude-Jacques Lecourbe s'il n'avait pas été disgracié par Napoléon. Mais on ne peut refaire l'histoire. En attendant, Claude-Jacques reste le magnifique exemple d'intelligence, de courage et de génie que notre pays a engendré. Il lui reste et il nous reste l'amour de la patrie, de la défense de notre beau pays, que le général Lecourbe a toujours désiré et souhaité du fond de son cœur. Comme le disait un de ses contemporains, le général Lecourbe aura toujours eu un pied dans la légende, l'autre dans l'avenir. Ces paroles restent d'actualité de nos jours. C'est par cette dernière phrase que s'achève notre émission. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux et toutes celles qui me suivent depuis 1 an déjà, les nouveaux abonnés qui m'encouragent, les pays dans lesquels mon émission est diffusée, citons les Canada, la Belgique, la Suisse, le peuple espagnol, le peuple algérien, que je remercie tous du fond du cœur. Et moi, je vous invite à me suivre pour un prochain épisode de l'émission La Clé d'Histoire. À très bientôt.